Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, commerce international et transport maritime. L'affaire est quasi surréaliste. Le cargo Ever Given s'est échoué pendant 6 jours dans le canal de Suez en raison d'une défaillance technique, bloquant ainsi le passage aux centaines d'autres navires qui empruntent l'infrastructure égyptienne. Cela commencera certainement à avoir des ramifications mondiales très sérieuses car il s'agit là de l'une des principales artères économiques du monde. 12% du commerce mondial y transite. Un canal navigable de 193 km situé donc en Égypte qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge sur la carte, mais dans le commerce international, le canal de Suez relie surtout l'Orient à l'Occident, un chaînon donc vital pour les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà mises à mal à cause de la Covid-19, sans oublier que les rayons de grande surface risquent de manquer de produits dans les jours à venir car chaque jour où le canal a été fermé, les porte-conteneurs et les pétroliers ne livrent pas ou plus de nourriture, de carburant ou d'autres produits manufacturés en Europe et aucune marchandise n'est exportée d'Europe vers l'Extrême-Orient. Pour analyser la situation et ses répercussions en Europe, aux États-Unis ou chez nous, ici au Maroc, sera avec nous ce soir professeur Nabil Boubrahimi, expert auprès de l'Institut marocain de l'intelligence stratégique. Bienvenue à toutes et à tous. Et retour d'abord en images sur le blocage du canal de Suez par le cargo Ever Given. C'est un sujet signé à la Benani. Depuis le 23 mars dernier, il obstruait en diagonale le trafic maritime du canal de Suez après s'y être échoué. L'Ever Given de la compagnie japonaise Evergreen a pu reprendre le large ce lundi. Néanmoins, pour redresser ce porte-conteneur de 400 mètres de long, il a fallu balayer plus de 27 000 mètres cubes de sable et creuser pas moins de 18 mètres de profondeur. Au total, quelques 425 navires ont été bloqués, transportant du thé, des meubles, des moutons ou encore du pétrole. La valeur estimée de toutes ces marchandises pourrait atteindre 10 milliards de dollars. Selon l'assureur Allianz, chaque jour de blocage a coûté entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. La SCA, l'autorité du canal de Suez, a évalué la perte pour l'Égypte de 12 à 14 millions de dollars par jour de fermeture. En effet, ce passage maritime est une manne importante pour l'Égypte, 5,6 milliards de dollars en 2020. Chaque année, 1,1 milliard de tonnes de marchandises transitent sur 19 000 bateaux par cet axe primordial entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, soit environ 12% du commerce mondial. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat professeur Nabil Boubrahimi, expert auprès de l'Institut marocain d'intelligence stratégique l'IMIS. Bonsoir professeur Boubrahimi. Alors bonsoir Khadija, c'est le plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Alors peut-être cette question pour commencer, est-ce la fin du cauchemar Evergreen? Ever Given plutôt. Alors, oui, effectivement, on était très heureux hier d'avoir l'annonce de l'autorité portuaire égyptienne, comme quoi le navire a repris un peu le flot, et donc après des efforts importants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation, ce blocage, a mis en évidence l'importance du canal de Suez dans le commerce mondial et comme vous l'avez dit, donc c'est un canal qui lie un peu les deux, la façade asiatique avec les principaux ports chinois et asiatiques comme le port de Wuhan et Shanghai, Hong Kong, Singapour, avec les façades mondiales de l'Europe, le port de Rotterdam. D'ailleurs, le navire, c'est-à-dire se dirigeait vers le port de Rotterdam et également les autres façades atlantiques comme celui de New York. Passons par les ports de la Méditerranée, y compris Tanger Med, El Jazira.
Donc, dire que la fin d'un cauchemar, oui, parce que si on parle de la situation, mais c'est certainement une situation qui doit certainement être prise au sérieux dans les mois, les années à venir pour un peu revoir, bien sûr, l'infrastructure égyptienne, étant donné, comme vous l'avez dit, à cause d'une tempête et tout ça, le déraillement par rapport à la ligne du milieu du canal a fait en sorte la situation que nous avons vécue. Donc c'est une concentration de 12% du commerce mondial qui passe, sachant que 85% du commerce mondial transite par voie maritime. Et pourquoi c'est toujours important? Parce que le canal permet un peu de gagner 9000 km pour ne pas contourner l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance, qui fait un peu 7 ou 8 jours de plus. Donc certainement, la pression sera toujours sur le canal et c'est pour cela, comme on l'a vécu, la géographie doit toujours s'adapter avec cette technologie dans le transport maritime qui ne fait que produire des gros navires, ce qu'on appelle les monstres de la mer. Et donc, automatiquement, donc, la géographie doit évoluer, notamment au niveau des canaux. Par exemple, le canal de Panama, ça a été aussi élargi pour permettre le passage de ces grands navires. En fait, ce que vous dites, c'est que vu l'importance de ce canal de Suez, eh bien, les autorités égyptiennes auraient dû, ou peut-être devraient pour l'avenir, repenser cette infrastructure afin de la rendre plus large pour le coup et donc de pouvoir faire transiter beaucoup plus de navires. Alors effectivement, comme vous le savez, maintenant la croissance du commerce mondial et notamment avec 45% du déchargement qui se fait en Asie et 50% de chargement qui se fait aussi au niveau de ces ports, fait en sorte que l'évolution du commerce mondial va se développer davantage avec la croissance démographique et tout ça. Et donc lorsqu'on voit par exemple ce navire qui a 400 mètres de long, c'est-à-dire plus important que la largeur du canal qui est de 300 mètres, ça veut dire toujours il y a un risque. Il faut s'attendre qu'il y a un risque et comme j'ai dit tout à l'heure, le canal de Panama ça a été doublé, c'est-à-dire la voie qui menait dans les deux sens a été élargie à 2 voies et donc la géographie, notamment les canaux, parce que c'est un tracé artificiel, doit toujours évoluer avec l'importance du flux. D'ailleurs, ça a été ça a été dit par le président égyptien comme quoi donc les travaux sont en cours pour le canal. Donc c'est évolutif et d'ailleurs le passage permet à l'Égypte, comme ça a été dit, d'avoir 5,6 milliards par an de devises de dollars. Donc ça veut dire qu'il faut toujours qu'il évolue. Absolument, et qu'il accompagne justement son développement puisque il attire de plus en plus de navires, comme vous le disiez à juste titre, à cause ou grâce au développement du transport maritime mondial. Maintenant qu'il est décongestionné, faisons le point avec vous à présent, professeur Boubrahimi, sur la situation liée au blocage. D'abord, combien ça coûte? Donc on a suivi les chiffres, donc ça coûte quelque chose comme 7-8 milliards. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés, notamment par les assureurs. Mais du coup, qui va payer tout cela sur les 6 jours de blocage, en l'occurrence? Alors, bon, déjà, comme ça a été dit, pratiquement en 2020, c'était 19 000 navires qui ont transité, c'est-à-dire une cinquantaine de navires qui passent chaque jour par ce canal. Et bien sûr, la couverture de tout retard entraîne bien sûr une immobilisation des navires, coûte de l'argent pour tout ce qui est normalement délai d'arrivée de la marchandise. Donc ces retards-là sont pris en charge par les assureurs, étant donné que la marchandise qui a une assurance à l'international et si les délais sont fixés, généralement c'est pris en charge par les assurances, sachant que les conventions internationales, notamment en termes de délai, ne disent pas grand-chose parce que c'est un transport
transport maritime, il y a des aléas. D'ailleurs, sachant que les retards, ils sont toujours au niveau maritime, ça peut être même dans une situation d'un congestionnement de port, les navires restent en rade. Donc, comme j'ai dit, Dieu merci que le délai n'était pas très long, étant donné que 3-4 jours est déjà comptabilisé des fois au niveau des retards d'arrivée des navires en termes de congestionnement, comme j'ai dit. Mais une semaine, malgré les chiffres avancés, c'est quelque chose qui n'est pas très très grave, on peut dire, pour les marchandises importées et exportées, pour le commerce mondial. Le coût uniquement estimé montre que l'importance un petit peu de transport maritime vu les flux qui sont transités. Oui, mais du coup, est-ce que ça ne risque pas de congestionner d'autres ports, puisque les navires qui sont restés en rade et qui attendaient devraient également arriver ils devraient tous arriver finalement à destination en même temps. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact sur les autres ports? Vous avez cité celui de Rotterdam, mais d'autres ports européens ou américains d'ailleurs. Oui, effectivement, comme j'ai dit, il y a toujours, certainement, il y a toujours des retards et donc les navires resteront en rade. Il y aura certainement, à cause de cette situation, une immobilisation au niveau des ports. Il faut s'attendre à ça. Et donc, les mesures certainement seront prises parce que au niveau du transport maritime, le fait de rester en rade pendant 2, 3, 4 jours, c'est connu un peu par les agents maritimes et par les autorités portuaires. Et ça va créer certainement des perturbations au niveau des ports, donc il faut gérer tout simplement à ce niveau-là. Donc on le voit même au Maroc, par exemple, au niveau de Tangemet, Casablanca, des navires qui restent en rade en attendant que libérer le terminal pour le déchargement. Donc ça, c'est une situation à laquelle certainement les ports vont faire face, des retards de livraison, de déchargement. Et donc, c'est connu un peu dans le transport maritime, ces retards. Mais outre les ports, qu'en est-il des chaînes d'approvisionnement? Est-ce qu'elles risquent une rupture? Est-ce que les industries pourraient être en danger ou pourraient être menacées de rupture d'approvisionnement à cause notamment de ce blocage au niveau du canal de Suez qui a duré quand même 6 jours? On se souvient parfaitement, vous l'avez dit, Khadija, la pénurie et la rupture des chaînes d'approvisionnement à cause de la crise de la Covid-19. Donc déjà, il y a une expérience que nous avons vécue et certainement maintenant cette situation de blocage certainement va avoir un peu quelques problèmes, mais une semaine, c'est pas un problème. Sincèrement, au niveau du transport maritime, si c'était un mois, je peux dire que les conséquences seront problématiques pour les chaînes d'approvisionnement. Mais une semaine, je ne vois pas que ça a un impact très important sur les chaînes d'approvisionnement, sachant qu'il y a déjà les stocks, déjà il y a l'expérience de la période Covid, et donc comme si on peut dire, les chaînes d'approvisionnement se sont un petit peu ont été rodés par rapport à cette crise de Covid qui était un peu plus conséquent en termes d'impact sur les chaînes d'approvisionnement. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment un impact très très important étant donné que la situation a été débloquée hier et le flux a repris au niveau du canal de Suez. Donc je pense même les armateurs et les consignataires de navires au Maroc, je pense ils l'ont soulevé comme quoi c'est pas vraiment pour le transport maritime une semaine, c'est pas n'a pas un grand impact sur le chaîne d'approvisionnement. Parce que les produits sont des produits électroniques, des produits des machines, des produits certainement de grande consommation, de grande distribution qui ont déjà vraiment des marges. Par contre, au niveau des pièces détachées, par exemple, si on prend le cas des voitures,
Ça, c'est un grand problème parce que la minute coûte beaucoup d'argent en termes de pertes. Mais pour les autres produits, je pense que c'est pas vraiment un impact. Sauf que pour le prix de pétrole, je pense que les prix ont augmenté parce que ce canal-là permet aussi le transit et le passage des pétroliers qui sont restés en file d'attente durant ces 7 jours. Et sur le marché du pétrole, vous le savez très bien, c'est une évolution et c'est d'un changement rapide des prix. Et donc, l'information qui a été donnée, c'est à peu près une augmentation des prix de 5% pour le pétrole, donc le baril de pétrole, durant la semaine dernière, c'est-à-dire à cause de ce blocage-là. Oui, alors, à cause du blocage, est-ce qu'on peut dire aussi que les prix de produits de grande distribution pourraient augmenter dans la foulée? Euh, oui, mais comme j'ai dit, donc il y a le flux uniquement d'une semaine ne va pas faire une rupture carrément de stock parce que quand est-ce que les prix vont augmenter, c'est lorsqu'il y a vraiment une pénurie, il y a une forte demande, alors que le prix, le produit normalement on le retrouve pas sur le marché. D'ailleurs, on a, comme j'ai dit, assisté par exemple aux ordinateurs, par exemple, les produits, les caméras et tout ça durant la période de crise où les prix ont augmenté 3 fois, c'est-à-dire il y avait on a senti un peu une augmentation des prix à cause des ruptures de chaîne. Alors ça certainement, ça va entraîner une hausse des prix, étant donné que déjà le prix du fret maritime, il était cher, donc il y avait Exactement. une augmentation de Mhm. 200% pour certaines destinations, notamment en Chine. Donc, certainement, la rupture dans la chaîne de transport maritime a un impact direct sur les prix, notamment pour les produits dont le besoin est urgent, donc en cette période. Et ce qui est important, c'est que normalement, le fait d'avoir ce blocage-là, certainement, on va un peu revenir à ce qui a été avancé à un certain moment, de revoir même c'est-à-dire une révision des chaînes de valeur, Oui. une reconfiguration des chaînes de valeur, parce que aujourd'hui, une concentration importante du commerce avec la Chine, c'est-à-dire une grande partie, comme j'ai dit tout à l'heure, chargée, plus de 50% du commerce mondial est chargé à partir des ports chinois, un retard va se répercuter automatiquement sur le prix. D'ailleurs, le coût de ce délai de retard va certainement être, on va le sentir par rapport au prix. Le prix du fret, lorsqu'il augmente, il est intégré dans le prix final. Donc, chaque perturbation, on va la sentir au niveau des produits qui sont généralement importés des pays asiatiques et notamment de la Chine. Donc, il faut s'attendre, par exemple, à des augmentations de prix pour ce qui est de l'électronique, les ordinateurs, les téléphones, pas uniquement pour le blocage, mais pour cette pression sur le transport maritime. Il y a Mais est-ce aussi les qu'il n'est pas produits. temps, alors je pose la question à l'expert que vous êtes, je me permets de vous interrompre, professeur Boubrahimi, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser justement ce transport maritime aujourd'hui, compte tenu de l'expérience Covid-19 et de toutes les répercussions qu'elle a eues, et notamment cette hausse du fret qui impacte directement les importateurs, mais aussi le consommateur final. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir, vous avez dit, de reconfigurer la chaîne de valeur, mais aussi de reconfigurer le transport maritime en soi? Alors, vous savez, Khadija, le fait de parler de Chine, le trajet, les routes maritimes qui viennent de la façade asiatique vers l'Europe, repenser le transport, effectivement, c'est des initiatives qui ont été prises par certaines entreprises comme, par exemple, Decathlon, et qui a importé tout un train complet de produits de textiles. C'était rapide, c'est-à-dire il y avait un gain de 10 jours,
c'est-à-dire sur une période de 25 jours normale pour le transport maritime, il y avait normalement uniquement 15 jours et la marchandise est venue de Chine vers directement les entrepôts de Decathlon en France. Donc effectivement, il y a des initiatives, mais lorsque je dis que le commerce, le transport maritime aujourd'hui accapare 80%, c'est pourquoi? Parce qu'il est très très compétitif en termes de prix. On sait très bien que le commerce international et la compétition et la concurrence, la dimension et la compétitivité prix est un élément fondamental et très important pour les produits. Importer par exemple un téléviseur, un LCD qui coûte 20 000 dirhams à 100 dirhams par exemple, le coût est de 100 ou 200 dirhams, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait un autre moyen de transport qui va concurrencer le transport maritime. Mais lorsqu'on va raccourcir un peu les chaînes d'approvisionnement, automatiquement, certainement, ça va venir. Normalement, le transport aérien, le transport ferroviaire, routier, ça va venir. Mais lorsque vous avez 50% du commerce mondial concentré en Chine, au niveau de la façade asiatique, c'est très difficile de penser à l'aérien parce que déjà, il y a des ruptures de charge et en même temps, vous avez le coût qui est 7 à 8 fois plus cher. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on est en train d'importer. Les produits électroniques dont le prix est élevé, on peut accepter une augmentation des prix, mais pour tout ce qui est textile, produits de grande consommation, si vous augmentez le prix, on pense au consommateur final, au pouvoir d'achat et ça. Et donc, pour avoir une idée, ce navire, il transporte 200 000 tonnes, donc c'est à peu près 22 000 conteneurs. Donc, il n'y a pas un autre moyen de transport qui peut faire la massification importante comme celui du maritime. Et donc, avec des délais des fois de plus en plus rapides, parce que ça, c'est ce qui fait les facteurs de compétitivité du transport maritime. Donc, reconfigurer tout ça, il faut reconfigurer d'abord les chaînes de valeur, parce qu'aujourd'hui, importer, c'est pas moi, de Chine par voie aérienne, c'est un peu très difficile à y penser. D'ailleurs, même l'avion n'a pas la capacité de transport comme le transport maritime. Et donc, il faut voir plusieurs éléments qui fait ce qu'aujourd'hui le transport maritime est capable de donner. Et donc, c'est ça. Mais des initiatives de transport routier. Et vous savez, Khadija, la Chine parle des routes de la soie. Donc, lorsqu'elle parle des routes de la soie, donc la partie terrestre, elle est prévue dans les routes de la soie. Ça veut dire qu'elle va traverser l'Europe. Et bien sûr, avec la massification, avec le transport qui peut se développer sur le plan routier, on peut avoir cette alternative d'exporter. D'ailleurs, la Chine, elle prévoit cela. En investissant dans les infrastructures routières de cette route de la soie, passe-t-elle par l'Europe ou même par l'Afrique d'ailleurs? Exactement. Elle prend une grande partie de l'investissement en infrastructure pour le compte d'autres pays. Donc, au niveau des ports, au niveau des voies terrestres, parce que ils ont senti qu'il y a une pression sur cette route maritime qui passe par le canal de Suez, par la mer Rouge, par le détroit de Malacca et tout ça. Donc, ils sont conscients un peu de ces difficultés qu'on aura par la suite. D'accord? Mais le port de canal de Suez, il n'est pas très optimal. Ça veut dire, le président égyptien l'a dit, il doit être plus performant. La fluidité doit être améliorée parce qu'il y a toujours des retards. On peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et en ayant des alternatives, comme vous avez dit, on peut avoir vraiment une bonne organisation du transport mondial d'une manière générale. C'est ce qu'on dit, on appelle le transport multimodal. Donc avoir un transport multimodal qui est normalement concurrent, un chemin de transport ferroviaire aussi qui représente une alternative pour les entreprises. Et ça ne peut que encourager un peu le développement des échanges au niveau international. L'investissement aussi. On va peut-être terminer avec vous. Le temps nous rattrape, professeur Boubrahimi. On va peut-être terminer. Vous avez dit que ce blocage au niveau du canal de Suez ne devrait pas impacter le Maroc, ni les ports marocains, n'est-ce pas?
Effectivement, parce que c'est une semaine, ce n'est pas beaucoup. Donc déjà, des navires peuvent rester en rade devant le port de Casablanca ou de Tanger pendant 2, 3 jours. Donc une semaine, je pense pas que c'est très très important, que ça peut avoir des ruptures en termes de chaîne d'approvisionnement, notamment pour ce qu'on est en train d'importer, par exemple des postes de téléphone, des machines, des ordinateurs. Ça, on peut se rattraper. Donc, si on commande, on va vous dire 2, 3 jours, vous aurez votre produit. Donc, Très bien. 2, 3 jours, on peut attendre. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie, Nabil Boubrahimi, expert à l'Institut marocain d'intelligence stratégique, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Voilà, donc c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée en notre compagnie. Vous pouvez toujours revoir cette émission ainsi que les autres analyses de Média 1 TV sur l'application Média 1 News. À demain, Inch'Allah.